Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une tumeur du pancréas qui est la tumeur pseudopapillaire solide du pancréas. Il s'agit d'un néoplasme qui est assez rare, ça représente 1 à 2% de l'ensemble des tumeurs du pancréas exocrines et c'est aussi une tumeur qui se caractérise par un profil épidémiologique qui est assez particulier car c'est une tumeur qui touche essentiellement la femme jeune avec une atteinte chez les femmes qui représente 2 fois plus l'atteinte chez les hommes. Et puis, concernant l'âge alors de l'atteinte par cette tumeur, on lui décrit à ce néoplasme un pic d'incidence entre l'âge de 20 et l'âge de 30 ans. Dans cette vidéo, on va voir surtout l'aspect morphologique de cette prolifération tumorale. Ça veut dire on va voir l'architecture, on va voir aussi les caractéristiques cytonucléaires, et on va voir aussi un élément assez particulier pour cette tumeur, c'est qu'il y a une certaine évolution dans le temps. La tumeur a une tendance de présenter une modification de son architecture en fonction des remaniements qui vont être secondaires, ça veut dire ce qu'on appelle les remaniements de dégénérescence. Ces remaniements, ils vont changer un peu l'architecture de la tumeur, entraîner l'apparition d'architectures pseudopapillaires, de microkystes ou bien carrément des kystes qu'on va pouvoir observer lors de l'étape microscopique, et aussi ajouter certains éléments qu'on va observer, notamment les dépôts de cholestérol, l'infiltration par des histiocytes spumeux, la présence de suffusants hémorragiques, de calcification ou bien d'ossification. Donc pour cette vidéo, on va observer 3 lames virtuelles, donc de 3 cas qui sont différents. Les 3, ça correspond à des résections du pancréas qui ont été réalisées pour des tumeurs pseudopapillaires solides, mais chacune des 3 tumeurs représente sa propre particularité. Alors on va commencer tout d'abord par cet exemple ici. On voit grossièrement 3 régions qui sont différentes. Voilà. Donc en haut, on a notre lumière duodénale avec la muqueuse duodénale à ce niveau. On voit très bien même à ce grossissement des prolongements filiformes qui correspondent à notre villosité. On voit aussi le reste des couches de la paroi duodénale. Puis après, accolé à cette paroi, on a notre parenchyme pancréatique. Je vous rappelle qu'au niveau de la chaîne, on a plusieurs vidéos qui correspondent à l'histologie, que ce soit du parenchyme pancréatique ou aussi de la paroi duodénale. Et puis, notre prolifération, elle est en bas. Tout ce qu'on voit ici. On voit déjà à ce grossissement qu'il s'agit d'une prolifération qui est assez bien limitée, avec en plus une capsule qui se manifeste à ce faible grossissement par une bande qui est éosinophile. On a à observer également au faible grossissement des lacs de sang. Ça correspond tout simplement à des vaisseaux qui sont très dilatés, très congestifs, qui peuvent d'ailleurs être beaucoup plus marqués que l'exemple qu'on est en train d'observer ici. Et c'est une caractéristique de la tumeur pseudopapillaire solide, et ils sont souvent observés au niveau de l'interface entre la tumeur qui est à ce niveau et le tissu sain. Dans cet exemple, on a un tissu graisseux qui est normal. Cette bonne limitation, elle peut être trompeuse pour la tumeur pseudopapillaire solide. Et on a souvent à observer des infiltrations qui sont détectables lorsqu'on passera à un fort grossissement sous forme d'invagination et de passage de cellules tumorales directement pour entrer en contact avec le tissu pancréatique. On va voir tout ça sur les exemples qui viennent. Donc on passe maintenant à notre prolifération tumorale. Alors comme j'ai expliqué au début, la tumeur, elle se caractérise par une architecture qui va changer dans le temps. Et je vais repérer une région là où on a un aspect qui semble être l'aspect initial de la tumeur. Cette architecture initiale de la tumeur, ça correspond à une architecture en nappe. Ça veut dire aucune architecture particulière ne va être détectée. On a l'impression que les cellules sont disposées de façon un peu anarchique, avec un aspect qui est assez monomorphe entre les cellules, donc on voit très bien qu'elles se ressemblent entre elles. Les cellules, elles ont une forme qui est plutôt polygonale, c'est normal parce qu'elles sont adossées les unes contre les autres, avec un cytoplasme de quantité moyenne. Il n'est ni abondant ni minime, avec un noyau qui a une forme tantôt ovalaire, comme ce qu'on observe ici, ou bien arrondi, comme pour ce noyau, ou bien ce noyau. La chromatine, elle est assez homogène, sans vésiculation, ça veut dire on n'a pas ce caractère vide du noyau, on n'a pas de caractère vésiculaire, on n'a pas aussi un caractère qui est moté, et on peut observer également des nucléoles qui sont assez fins. On peut également observer des incisures longitudinales. Il n'y en a pas sur ce champ ici, mais je vais vous les montrer lorsqu'ils sont présents.
Alors, je m'aperçois ici qu'on a un exemple d'incisure. Voilà, un exemple de noyau qui est bien ovalaire à son niveau, la chromatique qui est fine. Là, on a un trait qui est foncé qui passe au niveau du noyau. Que ce soit pour ce noyau ou bien celui qui est en haut. Voilà. Donc, concernant le cytoplasme, il a un caractère éosinophile, comme ce qu'on voit ici, et on a une possibilité d'observer des globules au niveau du cytoplasme, comme ce qu'on est en train d'observer ici. C'est des globules éosinophiles qu'on peut facilement, ou bien plus facilement mettre en évidence par la coloration PAS, parce que ces globules, ils sont tout simplement PAS positifs. Ça veut dire qu'ils vont prendre une teinte assez foncée, rose foncé, lorsqu'on va utiliser la coloration PAS. Voilà, donc c'était concernant la caractéristique nucléaire et aussi du cytoplasme des cellules tumorales. Passons maintenant au stroma tumoral, c'est-à-dire le micro-environnement tumoral. On note très bien une abondance et une richesse en vaisseaux. C'est des vaisseaux qui sont assez délicats. C'est des vaisseaux qui ont à peu près la taille de capillaires. On voit très bien ici un vaisseau tumoral qui passe ici avec les globules rouges qui sont alignés le long de ce vaisseau avec la visibilité de certaines cellules endothéliales qu'on pourra identifier facilement en repérant les noyaux des cellules endothéliales. Donc on voit des exemples ici. On voit un autre exemple à ce niveau. Regardez très bien la finesse de ces vaisseaux qu'on trouve au niveau de cette tumeur. Donc des vaisseaux qui sont assez délicats. Alors l'aspect de la tumeur, ça ressemble à ça initialement, mais après, lorsqu'on a des remaniements de dégénérescence, on aura un passage à une architecture différente. Et c'est ça ce qui va donner le nom à notre prolifération. Alors regardez par contre le foyer ici, on va passer à un plus fort grossissement et on a une certaine architecture qui est en train de se dessiner. Alors on voit très bien ici la vascularisation, on voit plusieurs capillaires, plusieurs structures qui sont rouges qui correspondent à des globules rouges, le long de capillaires qui sont de calibre réduit à ce niveau, par exemple, à ce niveau, à ce niveau. Et puis on a à observer nos cellules tumorales. Alors on voit très bien que les cellules tumorales elles ont une forme ici qui est assez allongée, avec un caractère particulier concernant la disposition du noyau. Alors si je localise maintenant cette structure qui ressemble un peu à une papille, avec son axe et le vaisseau qui passe au milieu, notez bien que le noyau, il n'est pas du pôle basal de la cellule. Ça veut dire il y a toute une quantité de cytoplasme qui va s'interposer entre le noyau, à ce niveau, et le capillaire qui forme, si on veut dire, l'axe de cette papille. Alors c'est pour cette raison que cette structure, on ne va pas l'appeler une papille, mais plutôt une pseudo-papille. Donc je vous montre ça sur un autre exemple. Regardez ici l'architecture qui rappelle la papille, son axe qui passe au milieu avec les vaisseaux, donc on a un qui est ici, un autre qui passe ici, un autre qui est visible à ce niveau, et puis les cellules tumorales elles sont à ce niveau. Notez bien que le noyau il est situé à distance du capillaire. Donc on a tout un espace qui est occupé par le cytoplasme qui sépare le noyau qui est à l'autre extrémité depuis le capillaire qui est à l'autre bout de la cellule. Donc noyau, cytoplasme, et puis on a le capillaire de l'axe. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit d'une structure pseudo-papillaire et non pas papillaire. Donc on a une pseudopapille qui est à ce niveau, et regardez très bien ici un exemple de globule éosinophile qu'on trouve au niveau du cytoplasme des cellules tumorales. Donc ça, c'est l'architecture qu'on appelle pseudopapillaire. Alors en même temps, on note que les cellules qui sont un peu éloignées de l'axe de la pseudopapille, elles vont dégénérer, si on veut dire, elles vont se détacher. Et donc ça va créer des lumières qui vont s'élargir petit à petit et donner à la fin des espaces qui sont microkystiques ou parfois même des espaces qui sont kystiques, ce qui va expliquer l'aspect macroscopique qu'on aura observé parce que le plus souvent c'est une tumeur qui est solidokystique avec à la fois des zones qui sont solides, ce qu'on a observé au niveau de cette région, et des zones qui sont kystiques, ce qu'on a observé au niveau de cette partie. Donc c'était grossièrement ce que je voulais vous montrer pour ce premier cas et je passe tout de suite au deuxième cas. Alors là aussi, même histoire, ça veut dire classiquement une femme vers les trentaines d'âge qui présente une masse au niveau du pancréas et puis on a fait la résection. Donc on voit très bien notre parenchyme pancréatique et d'ailleurs c'était la même lame virtuelle qu'on avait utilisée pour l'étude de l'histologie du parenchyme pancréatique. Et puis on voit notre tumeur à ce niveau. Et c'est une tumeur qui paraît plus ou moins limitée par rapport au voisinage, par rapport au parenchyme pancréatique normal, avec focalement la présence d'une capsule sous forme de cette
bande éosinophile qui est assez épaisse. Alors dans cet exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit passer à un plus fort grossissement pour vérifier s'il y a ou pas une infiltration. Et le plus souvent, on aura à observer cette infiltration du parenchyme pancréatique. Donc même si on a cette bonne limitation, on voit très bien qu'il y a un passage de cellules tumorales, tout ce qu'on voit à ce niveau, qui sont en train de s'infiltrer, qui sont en train de dépasser la capsule pour arriver au contact de structures pancréatiques normales. Dans cet exemple, on note aussi, toujours au faible grossissement, que les lacs de sang situés de façon préférentielle en périphérie de la tumeur, ils sont bien marqués, tout ce qu'on voit en périphérie. Et puis, c'est une tumeur qui est assez remaniée, parce qu'on voit très bien le développement de calcification, ce qu'on voit ici, donc on va passer à un plus fort grossissement pour montrer ces calcifications. Donc ce n'est pas des foyers d'ossification, mais c'est plutôt des calcifications, on les note à ce niveau, ça veut dire ici, et aussi à ce niveau. Voilà. C'est un cas de tumeur pseudopapillaire qui se caractérise par une importance ou bien une prédominance de l'architecture pseudopapillaire avec un phénomène qui se rajoute de plus, c'est la hyalinisation. La hyalinisation, c'est une modification, si on veut dire, du tissu conjonctif dans lequel on aurait une perte de la structure fibrillaire des fibres de collagène. Donc on voit très bien qu'il y a un aspect qui est totalement homogène, un aspect qui est assez clair en matière de teinte aussi. Donc si on va observer ces foyers d'hyalinisation, on note très bien que ça dessine des structures et que ces foyers d'hyalinisation, ils sont centrés par des structures vasculaires qui correspondent exactement au vaisseau qu'on a trouvé au centre des pseudopapilles qu'on avait observé tout à l'heure. Et donc ça, c'est notre pseudopapille avec le vaisseau qui passe au niveau de son axe. Et puis, on trouve que cette hyalinisation, elle est adjacente au capillaire qu'on est en train d'observer. Ce qui va venir par la suite, bien sûr, ça va être les cellules tumorales et on voit très bien qu'elles ont commencé à se détacher et puis même leur forme, elle a changé. C'est des cellules qui sont maintenant écrasées à cause des dépôts importants de ce matériel hyalin. Voilà. Donc on passe maintenant à une zone qui est toujours siège de remaniement ou bien d'hyalinisation, mais dont les dépôts ils sont beaucoup moins importants. C'est à ce niveau, et là, on commence à se rappeler de l'aspect qu'on a vu au tout début, avec les pseudopapilles, avec les vaisseaux qui sont assez délicats, qui sont assez fins, et avec toujours cette présence d'une quantité, certes qui est peu importante par rapport au foyer qu'on vient de voir, mais qui est quand même présente. Et on voit très bien que c'est une couche d'hyalinisation qui sépare le capillaire des cellules tumorales. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais montrer au niveau de cet exemple. Donc on a vu en total les lacs de sang à ce niveau, on a vu aussi la capsule, on avait vu aussi l'infiltration du parenchyme pancréatique normal par les cellules tumorales, même si on avait une interposition d'une capsule à ce niveau par exemple. Et puis au niveau de la tumeur, on peut observer des signes qui sont en rapport avec la dégénérescence de cette tumeur, notamment les dépôts de cholestérol. C'est ce qu'on voit ici. Donc on voit ça sous forme d'espaces qui sont vides avec la forme de spicules. Donc c'est comme des épines qui sont vides. Et vide, pourquoi? Parce que le cholestérol, c'est en fait des lipides, et les lipides ils sont perdus au cours de la technique, au cours de la préparation des lames, ce qui va expliquer le caractère vide de ces espaces. En plus de ça, c'est des spicules de cholestérol qui ont déclenché une réaction à corps étranger, comme ce qu'on voit ici. Il y a un contact entre le matériel à ce niveau, qui est le cholestérol, et des cellules géantes qu'on voit ici, des cellules dotées d'un cytoplasme qui est assez abondant, et éosinophiles avec des noyaux qui sont multiples au niveau d'un seul cytoplasme. Donc voilà un exemple d'une cellule géante, voilà une autre qui est à côté, et voilà une troisième. Il y en a d'autres aussi du côté opposé, ainsi que à ce niveau. C'est normal parce que des dépôts au niveau d'un tissu de cholestérol, ça va être sûrement considéré comme un corps étranger, donc ça va déclencher ce qu'on appelle une réaction à corps étranger qui va être prise en charge par des cellules géantes afin d'éliminer ces dépôts de cholestérol.
Alors, je passe maintenant au troisième exemple. C'est aussi un cas de tumeur pseudopapillaire solide du pancréas. Donc, on a fait une résection et on voit très bien la présence de notre parenchyme pancréatique normal à droite et puis à gauche, on a notre prolifération tumorale. Alors, je vais passer rapidement sur cet exemple afin de vous montrer la possibilité de voir un aspect qui est clair, prédominant au niveau des cellules tumorales. On avait vu que classiquement, le cytoplasme, il est éosinophile avec parfois présence de globules, mais il peut être aussi clair. Alors je vous montre ce foyer par exemple, on a des structures déjà au faible grossissement qui sont assez allongées, ça doit correspondre à nos fameuses pseudo-papilles. Alors on va agrandir un peu pour vérifier tout ça, et on note exactement, c'est ce qu'on vient de dire, donc on a une structure qui rappelle l'aspect de papille avec un axe qui comporte des vaisseaux qui sont assez délicats, donc on voit très bien les globules rouges qui sont à ce niveau, ou bien à ce niveau, avec des cellules endothéliales de ces capillaires ou bien de ces vaisseaux qui sont parfois visibles, par exemple à ce niveau. Si je passe vers un autre vaisseau, on peut voir de jolis exemples de noyaux de cellules endothéliales, par exemple ici, ici, là ou bien là aussi. Et puis, on a du côté par là ou bien par là la disposition de nos cellules tumorales. Et on voit cette caractéristique particulière, ce qui va nous aider à donner le nom de pseudopapille au lieu de papille, c'est la disposition du noyau loin du capillaire, ça veut dire loin de l'axe de cette structure. Et donc il y a tout un cytoplasme qui s'interpose entre le noyau qui est de ce côté et l'axe de la structure pseudopapillaire qui est à ce niveau. Voilà, donc on a des pseudopapilles. Mais en même temps, on a entre les cellules tumorales, par exemple, ce qu'on voit ici, et celles qu'on trouve ici, on a des espaces qui sont assez clairs. Alors si je passe à un plus fort grossissement, je vais noter que ce n'est pas une lumière, c'est des espaces clairs qui correspondent à des espaces cytoplasmiques, avec un aspect qui rappelle un peu les histiocytes spumeux. Sauf que si on observe les noyaux au niveau de ces cellules, on va trouver que c'est exactement les mêmes qu'on trouve au niveau des cellules qui sont éosinophiles. Et donc, c'est les mêmes cellules, c'est des cellules tumorales, mais avec un cytoplasme qui est clair. Et donc, c'est possible aussi d'observer des cellules tumorales d'une tumeur pseudopapillaire solide qui ont un cytoplasme qui est assez clair, et ça peut être assez abondant au niveau de certains exemples. La différence entre cellules tumorales et cytoplasme clair et histiocytes spumeux, c'est essentiellement le noyau. Je vais revenir rapidement à l'exemple qu'on vient de voir pour vous montrer juste à côté du foyer, là où on avait observé des spicules de cholestérol, là il y avait des histiocytes spumeux. Les cellules qu'on observe ici, c'est des cellules de grande taille avec un cytoplasme à caractère spumeux qui est assez clair, mais regardez la différence entre le noyau d'un histiocyte spumeux et celui d'une cellule tumorale. Donc on voit très bien que déjà un histiocyte, ça va avoir un noyau qui est plus petit par rapport à la cellule tumorale, et ce noyau, il est davantage comprimé par les multiples vésicules à contenu spumeux qu'on trouve à l'intérieur du cytoplasme de cet histiocyte. Et donc déjà la taille plus petite et aussi le caractère hyperchromatique par rapport à celui des cellules tumorales. Donc c'est comme ça qu'on va faire la différence entre des histiocytes spumeux et le cytoplasme ou bien le caractère clair des cellules tumorales. Donc c'était le dernier cas qu'on a observé et j'aimerais passer maintenant à la récapitulation de ce qu'on vient de voir. Donc c'était la première partie sur la tumeur pseudopapillaire solide du pancréas. Ce qui va rester, c'est essentiellement l'étude immunohistochimique. Donc concernant les généralités, c'est un néoplasme qui est assez rare. Il porte plusieurs noms, notamment la tumeur ou bien le néoplasme pseudopapillaire solide. On l'appelle aussi le néoplasme épithélial, papillaire et solide. C'est un néoplasme de bas grade de malignité dont la différenciation elle est incertaine. Alors le seul signe qu'on a, c'est qu'en microscopie électronique, on a une différenciation épithéliale. Tumeur décrite pour la première fois en 1959, dont 90 à 100% des cas, on a décrit des mutations du gène de la bêta-caténine. Elle peut intéresser la tête, le corps ou bien la queue, et puis la chirurgie, elle est curative dans plus de 80% des cas. Concernant l'aspect épidémio et clinique, on a cette particularité qu'elle atteint préférentiellement la jeune femme entre 20 à 30 ans, c'est le pic d'incidence pour cette tumeur. Les symptômes ils sont non spécifiques, se manifestant suite à la présence du masse abdominal, et ça peut se présenter sous forme de douleur, anorexie, amaigrissement ou autres symptômes.
la tumeur elle est non agressive, elle est indolente, mais on peut avoir des métastases dans 10 à 15% des fois. Les organes les plus décrits, c'est le foie, le péritoine ainsi que les ganglions lymphatiques. Concernant la macroscopie, je vais vous mettre bien sûr en description le lien pour l'image que j'ai utilisée sur la vidéo. J'ai dit que la masse elle est de taille souvent importante, avec une moyenne entre 9 à 10 cm. Elle est très souvent unique, elle est bien limitée, parfois présence d'une capsule qui est déjà visible à l'étape macroscopique avec un aspect caractéristique solido-kystique. Les kystes ou bien les parties kystiques, c'est le résultat de nécrose tumorale de nature ischémique. Concernant l'aspect microscopique, on a vu que souvent, et même si on avait l'impression d'avoir une bonne limitation, on a une infiltration du pancréas. Les lacs de sang, on les a vus en périphérie de la tumeur avec la capsule qui est fibreuse mais qui n'est pas constante. L'architecture qu'on aura au début, c'est les nappes. Les cellules elles sont polygonales, monomorphes, avec des vaisseaux qui sont fins et un stroma hyalinisé. On peut avoir également un stroma qui est myxoïde. On doit chercher les signes de dégénérescence, ça veut dire ce qui va essayer de modifier l'architecture de notre tumeur, notamment qui vont se manifester par la production de pseudopapilles, ce qu'on avait observé, des macrophages spumeux, on l'a vu aussi, les spicules cholestérol, on l'avait vu aussi, l'hémorragie, là aussi on l'a vu, mais aussi notant la présence de mélanine, de lipofuscine, de calcification, d'ossification ainsi que de nécrose ischémique. On n'a pas de lumière glandulaire et on a très peu de mitose. Concernant les noyaux, ils sont loin du capillaire, ils sont ronds ou ovales avec une chromatine fine et peuvent présenter des incisures longitudinales. Le cytoplasme, il est modéré en quantité, il présente un aspect éosinophile ou clair aussi, ce qui est possible et peut être aussi abondant au niveau d'une prolifération tumorale, c'est-à-dire au niveau de la même tumeur. Et puis, on a vu également les globules éosinophiles possibles à observer au niveau du cytoplasme et qui sont PAS positifs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première partie concernant la tumeur pseudopapillaire solide du pancréas et on se dit à très bientôt pour la prochaine partie qui va concerner l'immunohistochimie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser en commentaire des suggestions de vidéos pour les futures vidéos à venir. À très bientôt.